Alors là, on va entrer dans ce que j'appelle la culture du first best. J'y reviendrai d'ailleurs la fois prochaine, et je mettrai au moins 4 ou 5 chapitres dans la culture du first best, mais premier chapitre que je vais mettre, c'est éliminer les distorsions. Dans le monde du premier ou du second théorème de l'économie du bien-être, les prix à la production, les prix à la consommation doivent être les mêmes. Le bon signal pour les consommateurs de la rareté des biens, bon signal au sens où il engendre des situations efficaces, c'est les prix à la production. Il n'y a pas de raison d'introduire une distorsion entre les prix à la production et les prix à la consommation. La fiscalité, souvent, et c'est même de façon tout à fait générale, introduit une distorsion entre le prix qui est reçu par l'entreprise et le prix qui est payé par le consommateur, que ce soit la fiscalité sur les biens ou la fiscalité sur les revenus, etc. Donc la culture de first best, c'est qu'il faut éliminer les distorsions, et donc, ou s'il y en a, il faut essayer de les minimiser. Donc c'est ça que je vais vous présenter, et vous présenter un certain nombre de raisonnements ou de schémas intellectuels qui sont liés à ce qu'on appelle, par exemple, la formule de Ramsey, sur le financement des biens collectifs. Et d'ailleurs, je reviendrai par ailleurs à la conception fiscale. C'est pour ça que si je vous ai parlé de Walras, ce n'est pas uniquement pour le plaisir, parce que ça m'intéresse, mais parce que je reviendrai aux conceptions fiscales de Walras, qui sont assez étranges, d'une certaine manière. J'essaierai de les lire à la lumière de ces raisonnements. Alors, il y a un raisonnement, donc il y a un diagramme qui est très, très standard dans tous les manuels d'économie, qui est sur le coût des distorsions, qui est, là je vous présente en quelque sorte le squelette de l'argument. Alors c'est dans un monde dans lequel je suis en équilibre partiel, c'est-à-dire j'ai fondamentalement, je suis dans une économie dans laquelle il y a deux biens, tous les consommateurs sont identiques, je n'ai pas de problème de différenciation. Et l'utilité d'un consommateur, c'est U de C, c'est sa consommation du bien numéro 2, plus T, c'est la quantité du bien numéro 1, du numéraire qu'il a en sa possession. Donc c'est une fonction d'utilité très simple, additive. Et je vais faire un équilibre partiel. Alors je vais le faire à la Marshall, au sens où je vais mettre en abscisse les prix et en ordonner les quantités. C'est contraire de la convention walrasienne où on met en abscisse les prix et on ordonne les quantités. Alors il faut quand même faire très attention. Quand on a été éduqué dans la convention walrasienne, parfois des petites difficultés à s'adapter à la convention marshallienne. Donc ça, c'est la convention marshallienne. Ça, donc, cette ligne-là correspond au fait que le prix du bien que je suis en train de considérer, celui qui n'est pas le numéraire, est égal à 1, c'est-à-dire au prix du numéraire. Et ça, c'est l'équilibre de départ. Alors l'équilibre de départ, le prix du bien est égal à 1. Et là, j'ai la courbe de demande. Alors la courbe de demande, par exemple, si je prends ce prix pi ici, en face de ce prix pi, il y a une certaine quantité, et cette quantité, elle est mesurée ici. Donc vous voyez que quand le prix pi va décroître, comme ça, la quantité que je vais demander va s'accroître. Elle est le long de cette courbe-là. Ou quand le prix pi augmente, la quantité qui est demandée décroît selon cette ligne-là. La dérivée est constante, donc tout ça est très simple. Alors, vous voyez d'ailleurs que la quantité d2pi que je demande est telle que U' de d2pi est égal à pi. C'est-à-dire quand pi augmente, je vais jusqu'à une certaine quantité que je demande, telle que son utilité marginale soit égale au prix du bien. Donc c'est pour ça que pi ici, vous voyez, mesure aussi l'utilité marginale du bien. Ça c'est la remarque faite. Si à ce prix-là vous acceptez de demander ceci, ça veut dire que une unité de plus vaut moins que le prix, une unité de moins vaut plus que le prix. C'est la remarque de Dupuy pour construire le surplus, dans lequel il discute. Vous savez que Jules Dupuy se discutait de l'utilité des travaux publics et des règles pour construire des ponts, pour faire des routes, etc. Et donc sa remarque de base, c'est celle-ci. Donc cette courbe de demande mesure, quand vous prenez cette quantité-là avec ce prix-là, c'est parce que vous êtes juste indifférent entre avoir une unité de plus ou une unité de moins. Donc l'utilité marginale, c'est ça. Alors initialement, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le surplus, ça va être l'intégrale, ce que je peux le surplus associé à une certaine situation, ça va être
ça va être quelque chose que j'obtiens en faisant, par exemple, baisser pi constamment, hein, ça va être l'intégrale de cette courbe de demande. Enfin, je vais revenir sur le raisonnement, mais c'est fondamentalement, c'est le surplus. L'intégrale de cette courbe de demande, hein, par exemple, si je vais jusqu'ici, hein, toute l'intégrale de cette courbe de demande, ça mesure l'utilité de l'agent associée au fait qu'il consomme cette quantité-là. Alors, naturellement, s'il paie le prix de 1, son utilité, simplement l'intégrale de cette courbe de demande, c'est ce triangle-là. Alors maintenant, ce qu'on va passer, la question, là je suis, initialement le prix est 1, et il demande ceci, et donc je suppose que c'est l'équilibre initial, c'est-à-dire le prix est 1 qui est égal au coût de production, qui est égal à la valeur travail du bien, tout ce que vous voulez s'il y a de ça, il n'y a aucun problème. Et maintenant je me dis, l'État va introduire une taxe. Alors l'État va introduire une taxe, c'est-à-dire que voilà la taxe ici, le prix donc va être 1 plus T, et donc ça va réduire la demande jusqu'à cette quantité qui est là. Donc la demande, au lieu d'être tout ceci, elle va être ceci seulement. Alors qu'est-ce que ça va produire? D'une part, ça va produire deux choses. Hein. L'État va avoir des recettes. Quelle va être sa recette? Ça va être la taxe multipliée par la quantité sur laquelle il prélève la taxe, qui est la quantité des 2 pi ici. Donc ça, c'est la recette de l'État. Maintenant, quel était le surplus du consommateur avant qu'il y ait la taxe? C'était tout ce c'est tout ce triangle-là, hein, qui était sous la courbe de demande. Quel est son surplus une fois qu'on a augmenté la taxe? C'est tout ce qui est dans ce triangle-là, en dessous de ce triangle-là. Mais donc il a perdu en surplus tout ceci, toute la partie assurée. Mais une partie, c'est des recettes de l'État. Donc, éventuellement, on peut les lui redonner, donc il ne les a pas perdus, ou c'est, à la marge, c'est aussi utile de lui donner à lui qu'à l'État. Donc ça c'est pas une perte sociale. Par contre, ça, c'est une perte sociale en un certain sens, hein, et ça, c'est le triangle qui est là. C'est une perte d'utilité qu'on ne peut pas compenser par le revenu qu'on a obtenu. Le revenu qu'on a obtenu, si on lui redonne, il va être moins bien, parce qu'on l'a perçu de façon distorsive. Donc, quelle est la perte du surplus du consommateur, c'est la recette fiscale plus quelque chose qui s'appelle la perte sociale. Ça, c'est l'idée du first best. La distorsion introduit une perte sociale parce qu'elle introduit l'idée que ce que paient les gens pour un bien n'est pas égal à son coût de production. N'est pas égal à son coût pour la société ici. Hein. Tout est parfaitement identique. Donc la perte sociale égale l'aire du triangle assuré horizontalement, c'est-à-dire l'aire de ce triangle-là. Alors, à quoi c'est? C'est simplement T multiplié par la dérivée de la demande par rapport au prix, hein, multiplié par T. Hein, le prix bouge de combien de T? Donc la demande bouge de combien? De la dérivée de la demande par rapport au prix, multiplié par T. Et ça, il faut que je multiplie par T, et je prends la moitié parce que c'est un triangle. Je peux aussi l'écrire en prenant l'élasticité. Au lieu de prendre la demande, je prends l'élasticité. L'élasticité, c'est de combien varie la demande lorsque le prix varie de 1%. C'est quelque chose de plus... c'est quelque chose qui est plus parlant que la dérivée de la demande. Hein. L'élasticité, c'est un nombre sans dimension. Combien bouge la demande, ce que vous avez intéressé, c'est quelque chose qui est plus intuitif que la dérivée de la demande. Et donc, si je mets la dérivée, je peux écrire la formule avec l'élasticité plutôt que l'écrire avec la dérivée. Hein. Donc, la perte sociale, c'est un demi de Q étoile. Alors, je le fais pour des petites variations de T. Hein. Je suppose que T, alors ici, c'est pas d'important parce que c'est linéaire. Donc, c'est grosso modo un demi de Q étoile, T, epsilon, l'élasticité de la demande du bien, multipliée par T. Donc elle croît, cette perte sociale, elle croît comme le carré de T. Donc quand je suis près de l'optimum, elle est très faible, puisqu'elle croît comme le carré de T. Donc ça c'est l'argumentaire de base. Maintenant, on va le compliquer, parce qu'il est quand même extraordinairement limité. Hein, et donc on va le compliquer d'abord en ajoutant plusieurs biens. Donc je vais prendre l'apologue de Dupuy avec plusieurs biens, c'est-à-dire que cette fois j'aurai U de C plus V de C' plus T. La perte sociale, je peux la regarder simplement, maintenant si je mets une taxe T sur le premier bien et une taxe T' sur le second bien, je vais la regarder marché par marché. Elle n'est autre que la recette, elle n'est autre que la somme de... donc il y a Q qui vient ici, parce que je vais mettre les élasticités de la demande, ça va être Q dt epsilon. Alors là, cette parenthèse est inutile. Non, elle est trop grosse, elle n'est pas inutile, elle est mal faite. Plus Q' dt', epsilon dt'. Epsilon, c'est l'élasticité sur la demande sur le premier marché, epsilon' sur le second marché. Alors, admettons que je veuille prélever dr pour l'État.
Pour prélever dr, là, je fais des petites variations. Là, je suis un petit peu imprécis dans mes raisonnements, mais on fait ce qu'on peut sur ce grand tableau. Hein, non. Eh bien, il faut que je mette dt et dt' tel que q dt plus q' dt' soit égal à dr. Alors, comme c'est petit, j'ai le droit de mettre q, qui est le q initial, pas le q final, parce que c'est la même chose, ça changerait les recettes que du second ordre. Vous voyez que si vous minimisez ça sous cette contrainte, vous avez à minimiser quelque chose qui est en dt carré epsilon plus dt' carré epsilon prime, sous une contrainte qdt plus q' dt' égale dr. Vous prenez le multiplicateur de Lagrange, et vous voyez que la bonne manière de prélever cette quantité dr, c'est d'avoir dt qui est k sur epsilon et dt' égale k sur epsilon prime. C'est-à-dire que les taxes optimales pour prélever ce revenu sont inversement proportionnelles à l'élasticité de la demande. Alors c'est assez facile à comprendre. Si la demande n'est pas élastique, quand vous mettez une taxe, vous ne changez pas la quantité qui est prise par l'agent. Alors évidemment, il y perd, mais ça c'est le revenu. C'est le revenu qui va à l'État. Si on lui redonne, il ne perd rien. Donc il n'y a pas de perte sociale, entre guillemets. Et par contre, si c'est très élastique, c'est-à-dire si le fait d'augmenter un petit peu le bien V qu'il va considérablement réduire ceci, ben ça a un effet sur les recettes, bien entendu, mais ça a un effet sur la perte qu'il subit par cette réduction. Donc les taxes doivent être inversement proportionnelles aux élasticités. Donc les taxes ne doivent pas être uniformes, par exemple, c'est ce que suggère ce raisonnement, si on veut limiter les distorsions. Enfin, inversement proportionnelles aux élasticités, vous devez taxer les biens qui sont dont l'offre dont la demande est peu élastique au prix. Bon, l'intuition est assez facile à comprendre, mais c'est déjà une intuition qui n'est pas nécessairement immédiate, à laquelle on ne parvient pas nécessairement immédiatement. Alors, il y a des limites à l'argument, et donc je vais essayer de les regarder un peu plus. Alors, première limite à l'argument, c'est que vous avez implicitement la courbe qui était horizontale, ça voulait dire que l'offre, le coût de production du bien était toujours le même, le coût marginal de production du bien. Alors je vais mettre ici le coût marginal de production du bien, en supposant qu'elle est croissante, et donc cette courbe, c'est la courbe d'offre si le secteur est concurrentiel. Donc vous voyez bien que si je mets une taxe T, qui est ici, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un écart entre ce point-là et ce point-là qui doit être égal à T, et on va aller de la courbe d'offre ici à la courbe de demande ici. Donc en quelque sorte, il y a deux éléments à la taxe, une partie qui est l'écart avec le prix initial et le prix de la consommation, et l'autre partie qui est l'écart avec le prix initial et le prix à la production. Il y a une chose qui est une modification du prix à la consommation, une chose qui est une modification du prix à la production. Alors ça s'appelle... Tout à l'heure, il devait aussi s'appeler le triangle de Harburger, mais il était plus simple, mais ça s'appelle dans la littérature le triangle de Harburger. Et malgré tout, une remarque sur le triangle de Harburger, c'est qu'il est, son R étant T2. Et donc, en particulier, les pertes, quand les taxes sont faibles, les pertes sont du second ordre. Chose qu'on oublie de nous dire en général quand on discute des politiques de la concurrence. On nous dit que la taxe prélevée par le monopole est tout à fait... ça dépend évidemment des élasticités, ça dépend de beaucoup de choses. Et si c'est des petites... et c'est aussi des distorsions relativement faibles. C'est pareil d'ailleurs pour les taxes, si on croit à cette théorie. Alors le calcul de la perte, là c'est un peu plus compliqué. Je vous ai, il faut écrire, faire un peu d'algèbre, mais ça c'est assez facile à voir. C'est que je mets la somme de ce triangle-là et de ce triangle-là. Ce triangle-là, c'est simplement Q. Alors Q, c'était le Q qui était ici. dt' epsilon de d dt', c'est l'élasticité de la demande. dt', c'est la partie de la taxe que je associe à la demande. Et puis l'autre, la partie dt seconde, c'est la partie dt seconde epsilon de s dt seconde, c'est lié à l'élasticité de l'offre cette fois, c'est exactement le même calcul que tout à l'heure, et c'est la somme de ceci avec le fait que dt' plus dt seconde égale dt.
comme j'ai une autre équation qui me dit que dt' multiplié par l'élasticité de la demande, c'est égal à dt seconde multiplié par l'élasticité de l'offre, hein, puisque la réduction de la demande est égale à la réduction de l'offre. Donc, je peux éliminer dt' et dt seconde et obtenir la formule qui est ici, hein, qui dit que la perte sociale étant dt carré, à nouveau, est 1 divisé par 1 sur 1 sur epsilon de d, plus 1 sur epsilon de s. C'est une formule un petit peu plus générale, alors évidemment, qui se réduit à la première lorsque epsilon de s est égal à quand l'élasticité de l'offre est égale à l'infini. Donc c'est une généralisation de la première formule, etc. Je peux aussi d'ailleurs l'écrire en disant ici, hein, si là, le prix qui est là, c'est le prix à la consommation, lié à la taxe. Ici, le prix qui est là, qui correspond à ceci, en dessous de la taxe, c'est le prix à la production. Donc je peux décomposer le mouvement en variation du prix à la consommation, variation du prix à la production. Donc la formule, ce serait Q dpi epsilon de d dpi plus Q prime dp epsilon de s dp. Alors, je vous donne cette formule parce que c'est celle-là qui généralise, en fait. Hein. C'est celle-là qui généralise. Et donc, pour le plaisir, je vais vous donner la généralisation. Je suppose que c'est un plaisir pour tout le monde. Alors, évidemment, mon argumentaire, il n'est pas très général. Donc, je vais vous donner les formules générales. Je ne vais pas les démontrer, même si ce n'est pas extraordinairement... Enfin, c'est pas mon objectif. Hein. L'argumentaire, il y a évidemment beaucoup de choses qui vont pas dans ce raisonnement. Il ne prend pas en compte les substituabilités. C'est évident que si, par exemple, vous augmentez le prix d'un bien et puis que vous avez un bien qui est complètement substituable à celui-là, vous allez arrêter de prendre ce bien-là, vous allez prendre le bien substituable et vous n'aurez aucune perte de bien-être, contrairement à ce que dit mon raisonnement. Mon raisonnement dit que vous allez perdre beaucoup de bien-être, c'est tout à fait faux. Vous allez simplement vous reporter sur un autre bien. Donc c'est sûrement faux de ce point de vue-là. Deuxièmement, je suis dans un monde où la demande et ce qu'on appelle la demande compensée en théorie de la consommation sont identiques. C'est-à-dire que j'ai ajouté dans mon fonction d'utilité plus T, plus le revenu. Donc quand on augmente votre revenu, on ne change pas votre demande, si on ne change pas les prix. Évidemment, ça c'est excessif. Hein. Il y a dans le monde réel des effets revenus, c'est-à-dire que quand on change votre revenu, chose égale par ailleurs, on change votre demande. Hein. Et quand on veut abstraire des effets revenus, on regarde ce qu'on appelle la demande compensée. C'est-à-dire qu'on regarde la demande du consommateur lorsqu'on change les prix et qu'on lui maintient son utilité. C'est-à-dire qu'on le compense en revenu pour le changement de prix pour qu'il ait la même utilité. Ça s'appelle la demande compensée. Hein. La dérivée de la demande compensée, c'est une matrice, puisqu'on est en espace de dimension quelconque. Hein. Ça s'appelle la matrice de Slutsky, qui est aussi quelque chose de très standard. Alors, donc on va voir. Donc je vais simplement vous donner la formule générale, hein, de la perte sociale au voisinage d'un équilibre, le cas général. Hein. Je me place dans une économie tout à fait générale, où il y a aussi bien autant de biens que vous voulez. J'appelle l'offre des entreprises, l'offre concurrentielle des entreprises état de P, qui est aussi un vecteur dans l'espace que je considère. Et M de pi et de U, c'est la demande des consommateurs, demande totale des consommateurs, mais compensée. Alors, on peut faire l'hypothèse qu'il y a un seul consommateur ou plusieurs, mettons pour simplicité qu'il y a un seul consommateur, ils sont tous identiques. Hein. C'est la demande compensée évaluée à un certain niveau d'utilité du consommateur. Donc, ce que j'ai fixé, c'est son utilité à ce niveau ici. Alors, initialement, j'ai un équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre? C'est la donnée d'un système de prix P étoile. Alors, j'oublie les dotations initiales, hein, j'oublie les autres choses, donc, tel que ce qui est offert par le secteur productif est égal à ce qui est consommé. Alors, ce qui est consommé au sens large, le travail est aussi consommé négativement. Ce qui est consommé par le secteur de la consommation. Hein. Donc, c'est M de P étoile égale M de P étoile et de U étoile. C'est-à-dire U étoile, ça veut dire que c'est le niveau d'utilité qu'obtiennent les agents à l'équilibre. Donc je n'indique pas la manière dont se forment les revenus, je mets simplement le niveau d'utilité qu'ils ont à l'équilibre. Un équilibre, j'ai ça, trivialement, dès lors que je choisis bien, dès lors que le U étoile est l'U étoile de l'équilibre, je ne fais aucune hypothèse en disant que j'ai ça. Alors maintenant, je vais prendre un chemin d'équilibre avec des distorsions. C'est-à-dire que je vais prendre un chemin où j'ai des P et des Pi qui sont différents, comme tout à l'heure sur mon diagramme, j'ai un P et un Pi différent, et où j'ai état de P égale M de Pi et de U. Sans que j'explique très bien ce qu'est U pour l'instant, et je ne vais pas l'expliquer du tout d'ailleurs. Mais simplement ce que je vais dire, c'est que comment je vais voir ce qui se passe au voisinage de l'équilibre.
Ce qui se passe au voisinage de l'équilibre est donné par les équations qui sont ici, c'est-à-dire état de P étoile plus dP égale M de pi étoile plus dpi, et je prétends U étoile. C'est-à-dire que je dis qu'au voisinage de l'équilibre, quand je bouge très peu les prix, c'est l'effet triangle de Harburger, l'utilité des agents au premier ordre près ne change pas. Donc je peux faire mes calculs en disant ils n'ont rien perdu. Malgré tout, ils ont quand même perdu, mais c'est du second ordre. Et ce que je calcule, faisant ça, je peux voir ce qu'ils ont perdu, qui est bien du second ordre, c'est 1,5 de dp d'état dp plus 1,5 de dpi dm dpi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule? C'est une formule assez abstraite. Qu'est-ce que c'est des états? C'est simple, c'est la matrice jacobienne de l'offre des entreprises à l'équilibre. C'est-à-dire la matrice des dérivés partiels des quantités offertes par rapport au prix. Donc c'est une matrice qui est NN, s'il y a N bien, et c'est comme ça. C'est une matrice qui est symétrique de par la théorie de la production. Et elle est multipliée par dp, qui est un vecteur de Rn, et multipliée par dp, qui est un vecteur de Rn ici aussi. Plus 1,5 de dpi dm dpi, ça c'est la matrice de Slutsky pour l'ensemble de l'économie, qui est multipliée par dpi ici, qui est multipliée par dpi ici. Et ça c'est la perte sociale qui est du second ordre au voisinage de l'équilibre. Et vous voyez que cette perte sociale, c'est simplement une généralisation de la formule que j'avais donnée tout à l'heure, que j'ai remise ici. Alors j'ai mis avec les élasticités, là j'ai pas les élasticités parce que c'est plus compliqué comme il y a N bien d'écrire avec les élasticités, mais c'est exactement la même formule. Donc cette formule est générale. Elle est générale, mais elle n'a évidemment pas le même sens. Si vous tenez compte des substitutions, vous aurez des idées assez différentes de ce qu'est la perte sociale selon la structure de la consommation, selon les modifications de prix selon les biens. Alors, c'est un petit peu abstrait. Je vais continuer encore un peu dans un peu technique, etc. Je vais revenir au cas simple. Et dans le cas simple, au lieu de chercher la perte de sociale au voisinage de l'équilibre, j'ai dit tout ce que je savais dire là-dessus, je vais essayer de dire quel est l'accroissement de perte sociale associé à une modification. Imaginons que je sois initialement dans ce point-là. La taxe est ici. Vous voyez, la taxe est ici. Donc, le prix d'équilibre est ici. La quantité demandée, elle est ici. Je suis désolé, ça c'est l'axe des quantités, et là c'est l'axe des prix. Et imaginons que je bouge dpi, que je modifie la taxe, et donc ça va se traduire par une modification. Pi va augmenter de dpi, cette quantité qui est là, et P va diminuer de dp, qui est la quantité qui est là, qui me permet de passer de ce point-là à ce point-là. Donc je fais simplement une petite modification dpi dp qui est réalisable. Qu'est-ce que j'ai perdu du point de vue du bien-être social? J'oublie à nouveau les revenus qui sont collectés par l'État, etc., que je ne considère pas comme des pertes. Ce que j'ai perdu, c'est à très peu de choses près, c'est ce tout petit rectangle. Quelle est la surface de ce rectangle? C'est T, c'est sa hauteur, multiplié par sa largeur, qui est simplement dd sur dpi, dpi, qui est aussi d'ailleurs d'état sur dp, dp. Donc la formule, c'est moins T dd sur dpi, dpi. Cette formule est en fait très générale, comme je vais vous le montrer ici. Alors là, je vous donne une vue extrêmement rapide sur une littérature qui était à la mode dans les années fin des années 50. C'est un cadre pour l'analyse générale de la perte sociale. Et on se met loin de l'équilibre. On se met sur un chemin qu'on indique par U. U, c'est c'est le temps où on s'écarte, etc. Et on a un système de prix à la production qui est P de U, un système de prix à la consommation qui est pi de U. Il y a un vecteur de taxe qui est pi de U moins P de U, donc là, qui fait la différence. Et j'essaie de voir, je passe d'un point au point voisin, en bougeant tout simplement un tout petit peu d'épi le long de ce chemin, et j'essaie de voir quelle est la modification de la perte sociale. Eh bien, ce que j'obtiens, c'est la généralisation de la formule précédente. La perte sociale, c'est moins T de U. Alors, la formule précédente, je vous la rappelle, c'est moins T dd sur dpi, dpi. La formule qui est là, c'est moins T de U. Moins T de U, cette fois, c'est un vecteur de Rn, multiplié par dm de pi de U, ça c'est une matrice NN, multiplié par dpi, qui est un vecteur de Rn. C'est la perte sociale. Et la perte sociale totale, alors mesurée, il y a plusieurs manières de la mesurer. Là,
selon que vous regardez ce qui est dans un lait, ce qui est dans boiteux ou ce qui est dans de breu, vous avez différentes manières, mais enfin, grosso modo, la formule que vous obtenez est celle-ci, c'est-à-dire qu'elle dit c'est simplement l'intégrale, avec un certain coefficient ici, de la perte sociale instantanée le long du chemin. Donc c'est un peu une généralisation de notre théorie. Moi, je l'ai faite avec deux biens. Toutes ces formules sont des formes généralisées de ce qu'on a vu avec deux biens. Là, j'ai des demandes compensées. Dans la théorie simple que j'avais, les demandes compensées, les demandes réelles étaient complètement identiques. Donc il n'y avait pas de différence. Alors, je vais faire quelques commentaires, parce que pour l'instant, parce qu'il nous donne une idée de comment minimiser les distorsions. Je ne vais pas aller très très loin là-dessus, mais je vais quand même donner quelques idées. Et parce que ce que je voudrais vous montrer la fois prochaine, c'est comment la prise en compte des effets redistributifs, qui ne sont pas pris en compte ici, conduit à modifier cette vision. Alors, une première chose, c'est que si je prends le produit de la matrice qui est ici par le vecteur des taxes, qui d'ailleurs est égal au produit du vecteur des taxes par la matrice, parce que tout ça, cette matrice est symétrique. Donc quand vous prenez le transposé de ce qui est ici, c'est le produit des transposés dans l'ordre inverse. Mais le transposé de ça, c'est la même matrice, et ça, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que décrit ça, c'est le produit de cette matrice ici par le vecteur des distorsions entre le prix à la production et la consommation. Je peux aussi interpréter ce vecteur comme... Je peux interpréter ce terme comme ce que fait un accroissement des taxes, un accroissement du vecteur des taxes dans la direction des taxes existantes. J'augmente les taxes dans la direction des taxes existantes. Qu'est-ce qui va se passer sur la demande des biens? Sur la demande compenser les biens. La demande compenser les biens va le donner par ceci. C'est-à-dire que si j'augmente le vecteur des taxes dans la direction des taxes existantes, je vais voir des modifications des demandes de chacun des biens. C'est un vecteur de Rn. Alors, on l'appelle parfois ce vecteur le vecteur des indices de découragement absolu des biens. Un vecteur de découragement au sens strict, c'est quand on divise par les quantités. Et la règle générale, c'est qu'il faut baisser les prix des biens dont l'indice de découragement est négatif. Une règle qui se voit aussi à partir d'ici, je vais vous les montrer sur le petit dessin qui est tout à l'heure, c'est que baisser les prix à la consommation dans la direction de moins T, ça diminue la perte sociale. C'est-à-dire, mais ça, je ne sais pas très bien comment faire, parce que quand je bougeais les prix à la consommation dans la direction de moins T, je ne sais pas nécessairement comment faire. Puisque ce que je contrôle, c'est T. Les prix à la consommation sont le produit de ce que je compose et de ce que va faire répondre le système de production. Mais intuitivement, c'est ça. Par ailleurs, on peut voir aussi cette formule que diminuer le prix à la consommation d'un bien moins taxé que ses compléments et plus taxé que ses substituts est bon. Vous allez me dire, c'est très abstrait, alors je vais essayer de visualiser un petit peu ceci. Je le fais dans le cas où il y a trois biens. Qu'est-ce que c'est que cette matrice-là? Ça, c'est le nombre DM1, c'est la variation de la demande compensée du premier bien lorsque son prix augmente. Ça, c'est la variation de la demande compensée du premier bien lorsque le prix du deuxième bien augmente. Ça, c'est la variation de la demande compensée du premier bien lorsque le prix du troisième bien augmente. Et ainsi de suite. Donc, alors, là, donc, en ligne, j'ai les biens et en colonne, j'ai les prix. Je prends les dérivés compensés par rapport aux biens et aux prix. Je multiplie par ce vecteur moins t. Ce vecteur, c'est un vecteur. Je multiplie par le vecteur ici dpi1, dpi2, dpi3. Donc si je multiplie cette matrice par ce vecteur, je vais obtenir un vecteur qui est comme ceci, qui est un vecteur colonne, qui est dans la première ligne de ce vecteur colonne est dm sur dpi1, dpi1 plus dm1 sur dpi2, dpi2 plus dm1 sur dpi3. C'est la variation du bien 1. C'est donc la première. La première ligne, c'est la variation liée à ce petit changement à la consommation. Et puis je vais multiplier par ce vecteur moins T1, moins T2, moins T3. Et donc la règle, si je trouve une variation de prix qui, multipliée par ceci, qui sont les taxes initiales, est négatif, eh bien, je vais dans le bon sens. Parce que ça, c'est la perte sociale. Donc si je la baisse, je vais dans le bon sens. Alors pourquoi dpi sur du dans la direction de moins t est bon? Vous voyez, au lieu de dpi sur du, je vais mettre moins t1 d alpha, parce que c'est des petites variations, mais je peux oublier le d alpha, moins t2 d alpha, moins t3 d alpha. Et je regarde si c'est bon, ça. Alors il y a d alpha ici, donc ça me donne le produit de cette matrice par ce vecteur et par ce vecteur. Mais cette matrice est semi-définie négative.
C'est-à-dire que tous ces produits, et quand on multiplie une matrice semi-définie négative par un vecteur à gauche et un vecteur à droite, ça donne toujours quelque chose de négatif. C'est la définition de vecteur des matrices semi-définies négatives. Donc, quand je fais ça, quand je fais une variation de prix qui est dans cette direction-là, j'abaisse la perte sociale. C'est la démonstration ici. Troisièmement, dernier point, diminuer le prix à la consommation d'un bien moins taxé que ses compléments et plus taxé que ses substituts. J'espère que je ne vais pas me tromper parce que je vais... Alors, donc je vais regarder les signes. Les compléments et substituts, ça se lit sur la matrice de Slutsky. Alors, la première chose, la matrice de Slutsky que je viens de donner, en diagonale, elle a toujours des quantités négatives. Diagonale, c'est la dérivée de la demande d'un bien par rapport à son propre prix. Cette dérivée compensée est toujours négative. Mais la dérivée d'un demande d'un bien par rapport au prix d'un autre bien, elle peut être positive ou négative, et ça dépend du fait qu'il est complément ou substitut. Par exemple, l'hypothèse que je fais ici, c'est que le bien 1... Alors, je vais mettre du point de vue du bien 2. Alors, la matrice est symétrique, premièrement. Donc, elle a en diagonale, elle a uniquement des signes moins. Et si, par exemple, elle a un signe moins ici, elle a un signe moins ici, parce que c'est simplement symétrique. C'est une des propriétés de la bande compensée. C'est un signe plus ici, un signe plus ici. Alors là, je suis dans quel cas? Alors, je mets dans le cas où le bien 2 est moins taxé que le bien 1 est un complément. Pourquoi? Parce que si vous regardez le signe de la dérivée du bien 1 par rapport au prix du bien 2, vous voyez qu'il est négatif. C'est-à-dire que quand le prix du bien 2 augmente, je baisse la quantité du bien 2 que je consomme et je baisse aussi la quantité du bien 1. Donc ils sont compléments. Par contre, le bien 3 est substitut. C'est-à-dire si je augmente le prix du bien 2, je diminue la quantité du bien 2 que je demande, mais j'augmente la quantité du bien 3, je le substitue. Alors, maintenant, si le bien... Alors, je vais faire l'hypothèse que le bien 2 n'est pas taxé, que celui-ci est taxé. Celui-ci, c'est le complément, donc il est plus taxé, puisqu'il est taxé, et celui-ci est subventionné. Donc, il est ce bien ici, qui n'est pas subventionné, est plus taxé que son substitut et moins taxé que son complément. Alors, pourquoi c'est bon de faire baisser son prix? On va regarder. Si je fais baisser le prix du bien 2, ça va me faire ici, je vais regarder la première ligne du vecteur, ça va me faire moins, ça va me faire un plus ici. Et comme je vais multiplier ce vecteur par cette quantité ici, ça va faire, comme T1 est positif, moins T1 est négatif, ça va faire moins. Donc la première composante me dit moins, donc elle va dans le tendance inversion du bien-être. La deuxième composante, si je multiplie dpi2 par ceci, mais je la multiplie par 0, ça n'a aucun effet. Et la troisième composante, si je multiplie dpi2 ici, j'aurai moins plus, ça va faire moins. Et comme ceci est positif, puisque T3 est négatif, encore une fois, ça va faire moins. Donc, ça démontre dans ce cas le théorème que je vous ai donné ici. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est une intuition dans la littérature standard, par exemple, avant les années 60, qui était importante. C'est ce qu'on appelle la logique de Corlett-Hague. On disait, selon la taxation des compléments ou des substituts du loisir, est quelque chose qu'il faut regarder de plus près avec ces yeux-là. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Bien. Alors maintenant, on va arriver on va revenir à des choses moins techniques. Donc, ce que je vous montre, ces choses techniques, c'est qu'on peut analyser, avec nos outils, l'idée que les distorsions créent des pertes économiques. Et on peut essayer de comprendre jusqu'à quel point les distorsions créent des pertes économiques. Et ceci est évidemment très prégnant, même dans les raisonnements standards. Dans le raisonnement standard fait sur la fiscalité, il y a souvent l'idée, même encore dans la littérature actuelle, qu'il faut regarder les distorsions et essayer de minimiser la perte sèche du haut de distorsion. C'est un peu... je vous montrerai que ce point de vue doit être amendé lorsqu'on va prendre en compte les problèmes qu'il faut prendre en compte. Mais avec cette théorie du first best, je vais regarder deux propositions polaires. La première référence, c'est de regarder, dire qu'est-ce qui serait bien. Maintenant, je vais regarder un monde dans lequel il faut financer un bien collectif. Et je vais me demander quel est le système fiscal que je dois mettre en place. La première référence, c'est de me référer à l'équilibre concurrentiel, ou plutôt à l'équilibre de Lindahl, c'est-à-dire que je vais essayer de prélever quelque chose, mais sans trop distordre les choix. C'est mon point de vue du point de vue d'absence de distorsion. La référence 2, je voudrais prendre l'optimum utilitariste, faire des transferts forfaitaires.
en même temps que je finance le bien collectif, et donc faire de la redistribution en même temps. Alors la référence 1, elle met l'accent sur l'efficacité, elle ne met pas l'accent sur la distribution, mais elle prend en compte le bien collectif, elle prend en compte les ressources requises par son financement. La référence 2, c'est l'optimum utilitariste, elle finance et redistribue. Je n'ai pas traité le cas où il y avait le bien collectif, mais ça ne change pas grand-chose. La règle de Lindahl s'applique aussi. Alors, lequel de ces solutions vous préférez ? Comme vous êtes des gens moraux, vous avez préféré celle qui est juste. Alors, la première, elle est juste conditionnellement à la répartition exogène des talents, jusqu'à un certain point. Enfin, on peut essayer de la bricoler pour qu'elle le soit. Et la deuxième, elle est juste derrière le voile de l'ignorance. Alors, Alors, la première, en fait, a une longue histoire dans la théorie économique. Là, je vais revenir à Walras. Donc, la première référence, il y a deux solutions pour tenir la première référence. Trouver des taxes qui n'affectent pas l'optimalité, et deuxièmement, minimiser les distorsions. C'est-à-dire trouver des taxes qui minimisent les distorsions. C'est dans l'esprit du first best, du premier théorème de l'économie de bien-être, de l'équilibre walrasien. Et ça, j'ai dit, c'est le leitmotiv de l'économie publique d'avant les années 70. Trouver des taxes qui n'affectent pas l'optimalité. Alors ça, c'est une vieille histoire. Ça vient de Ricardo, ça passe par Stuart Mill, et ça arrive à Walras en France et à Henri George en Angleterre, qui ont une proposition plus sophistiquée. Mais grosso modo, l'idée, c'est d'avoir des taxes qui n'affectent pas les... Alors, c'est facile d'avoir des taxes qui n'affectent pas l'optimalité. Il y en a qui sont évidentes, que je n'ai pas du tout évoquées, qui sont importantes, sur lesquelles je reviendrai à un moment ou à un autre. C'est les taxes qui sont censées réduire les externalités. Les taxes qui sont censées réduire les externalités, elles sont utiles indépendamment de tout besoin de financement. Et donc, si en plus elles créent du financement, j'avais parlé beaucoup l'an dernier des arguments de double dividende, parce que j'ai fait un peu de politique économique. Donc, si elles créent du financement, donc c'est très bien. Donc, les taxes les taxes anti-externalité sont très bien dans cette logique-là. Mais l'idée de Stuart Mill et Ricardo, c'est qu'il fallait taxer la rente. Alors, qu'est-ce que c'est que la rente ? C'est la prix d'un bien qui est en quantité donnée, qui ne peut pas être modifié. C'est un bien qui existe là, donné par la nature, etc. Alors, la rente pour Ricardo Stuart Mill, c'est la rente foncière. La terre est donnée en quantité limitée et elle doit être, donc, il faut taxer les facteurs de production qui ne sont pas... C'est lié à l'idée de l'élasticité que j'avais tout à l'heure, mais cette fois du côté de l'autre. Il faut taxer les moyens de production qui ne sont pas... dont la quantité offerte ne répond pas au prix. C'est aussi l'idée de Walras et Henri George, mais qu'ils ont... Alors, hier, c'était la Terre. Aujourd'hui, la Terre joue beaucoup moins de rôle. Mais par exemple, taxer les fréquences hertziennes, comme on le fait lorsqu'on les distribue, au lieu de distribuer gratuitement, on les distribue de façon payante, c'est tout à fait dans la logique de ça. Les fréquences hertziennes, c'est sûr. La Terre, c'est plus discutable. Il n'est pas du tout sûr que parce que la qualité de la Terre peut être améliorée. Il n'est pas du tout sûr que vous puissiez taxer la rente de façon très claire. Parce que ceux qui ont essayé en temps réel n'ont pas très bien réussi à taxer la Terre. Mais enfin, peu importe, c'est pas mon point. La fréquence hertzienne, c'est vraiment pas... jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas en modifier la quantité de canaux qu'il y a, etc. Alors, pourquoi je dis ça ? Oui, alors... aussi, mais ça j'anticipe sur une discussion qu'on a plus loin, le capital, est-ce qu'il donne des rentes ? Oui, à court terme, complètement. C'est-à-dire que cette vision du monde donne que si vous ne vous préoccupez pas de l'accumulation du capital, c'est très bon à taxer, puisque c'est une rente. Si vous ne pouvez pas être... Naturellement, vous voyez bien que c'est beaucoup moins évident à moyen terme, mais ça, on y reviendra là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Léon Walras et Henri George ? Ils sont passés de cette idée qui est dans la littérature, qui est ancienne, qui est une idée du 19e siècle, en disant qu'il fallait... alors, Henri George, je crois que c'est vrai aussi, il fallait pas... Pour taxer la rente, et il pense à la rente foncière, il faut nationaliser la terre. Ça, c'est ce que propose Walras. Alors, il ne propose pas que l'on exproprie les gens, il propose qu'on les rembourse, mais il propose qu'on nationalise la terre. Et je vais revenir un petit peu sur son argumentaire. Alors, est-ce que ça relève de la... philosophie libérale ou est-ce une conception socialiste ? Donc je vais revenir sur cette question.
Alors, c'est intéressant de regarder, parce que je vais essayer de vous montrer quelle est la logique du point de vue de Walras. Il fait assez daté, vu de loin, mais je vais essayer de vous montrer montrer que du point de vue de la logique profonde, on peut le défendre sous certaines... Enfin, disons, on peut trouver une série d'hypothèses sur le fonctionnement du monde qui font que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Alors, la philosophie. Quelle est la philosophie qu'il y a derrière le fait qu'on ne veut taxer que les ressources rares? Il y a l'idée, alors ça c'est l'idée, Walras se prétend libéral et socialiste. Hein, il dit je suis libéral et socialiste. Alors ça c'est sûrement une idée libérale, hein, ne pas spolier les agents. Là j'ai une citation de Walras qui dit il est opposé à la justice distributive que les hommes ne jouissent point comme individus des positions personnelles particulières correspondant aux différences de leurs mérites, et d'ailleurs je vais faire la citation, et de leurs démérites. Et ça c'est vraiment l'argument, conditionnellement aux dotations initiales, c'est juste. C'est juste en un certain sens. Et ça, c'est un argument que j'appellerais, pour autant que j'appellerais libéral, d'une certaine manière. Mais l'État est un agent. C'est une personne morale, et donc qui peut détenir des actifs. Pour Walras, l'État, c'est pas quelque chose, c'est un agent comme les autres, qui peut détenir des actifs. Donc la citation, c'est « Tous les hommes doivent pouvoir profiter également des ressources naturelles pour poursuivre leurs fins ». J'ai sauté des parties. Hein, et il dit « Ça veut dire que les terres appartiennent à l'État ». Alors libéral, c'est sémantique, à savoir, ça c'est sûrement pas libéral. Et en fait, Henri Georges, qui a défendu des positions de ce type en Angleterre, a perdu la bataille dès qu'il a prononcé le mot de nationalisation. Mais en tout cas, c'est une question sémantique. Hein, en tout cas, c'est pas social-démocrate hein, dans le sens moderne du terme. Alors, comment juger la proposition de Walras ? Je vais juger également la proposition de redistribution, etc. Alors, il faut prendre une discipline intellectuelle à laquelle on essaiera de se fixer. Cette discipline intellectuelle, c'est premièrement, il faut dire qu'est-ce qu'est le monde. Il faut décrire le monde. C'est-à-dire la société, les caractéristiques des agents, les techniques, les ressources, les contraintes économiques. Qu'est-ce qu'on veut faire? On a des biens privés, des biens publics, des externalités, le monde et la complexité du monde. Et aussi les contraintes informationnelles. Alors, c'est la première fois que j'introduis ceci, c'est-à-dire qui détient l'information utile. J'en ai pas parlé parce que c'est au cœur du... Je vais introduire maintenant ceci. Hein. Et deuxièmement, ça c'est la première discipline intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut essayer de savoir à quoi ressemble le monde auquel on pense. Et la discipline intellectuelle, c'est expliciter la philosophie politique sur laquelle on s'appuie. C'est-à-dire que le cadre institutionnel dans lequel on raisonne, il faut l'expliquer. Hein. Qu'est-ce que c'est que le cadre intellectuel? C'est des procédures de décision. Par exemple, le Parlement vote le niveau de bien collectif, c'est une procédure de décision, ça relève d'une philosophie politique. Et ce qu'on aimerait bien faire, parce que c'est pas idéal, mais on devrait voir le cadre institutionnel comme un engagement, comme quelque chose qui est plus long que les décisions courtes qu'on prend, mais un engagement pris par les gens derrière le voile de l'ignorance, c'est-à-dire avant qu'ils sachent exactement qui ils sont. Ça, c'est la vision de Rawls, c'est la vision de Bentham, c'est la vision utilitariste. C'est pas une vision française, hein, au sens Walras est assez français, il n'est pas du tout utilitariste. Et donc, si vous êtes dans une vision benthamite, vous devez dire, derrière le voile de l'ignorance, vous allez essayer de maximiser le bien-être des gens, compte tenu du fait que quand ils seront passés, quand le voile de l'ignorance sera dissipé, ils ne seront plus liés par cet engagement jusqu'à un certain point, sauf en ce qui concerne les institutions. C'est l'explication des institutions. Donc, je fais l'hypothèse qu'il y a des choses que j'appelle institutions, qui sont plus durables, qui ne peuvent pas, etc., et qui sont décidées derrière le voile de l'ignorance. Alors, on peut regarder Bentham ou on peut regarder Rawls. En général, Rawls est plus redistributif, mais pas toujours, comme vous avez pu le voir dans le cas que j'ai donné ici. Alors, j'ai donné une justification partielle du point de vue de Walras. Je vais essayer de donner des idées. Hein, donc, pas de distorsion, nationaliser la Terre. Alors, quelles sont les caractéristiques du monde, voile de l'ignorance dissipée, qui peuvent justifier ceci? La première, il faut qu'il y ait information publique sur les caractéristiques des agents. C'est-à-dire qu'il faut que les informations des agents soient publiques. Pourquoi? Parce que si les informations sur les agents ne sont pas publiques, la menace de sécession qui permet de concrétiser l'équilibre concurrentiel, elle n'est pas crédible. Donc c'est la première chose. Donc
l'issue doit être... Donc vous dites, dans le monde, voile de l'ignorance dissipée, eh bien, il y a une contrainte, l'information est en public, l'issue doit être dans le cœur. Les gens n'ont pas pu s'engager à ne pas faire sécession s'ils avaient intérêt à le faire. Alors, maintenant, derrière le voile de l'ignorance, ça fait sens, effectivement, de créer un État doté de personnalité juridique, et de droit de propriété, puisque à ce moment-là, vous allez lui donner la terre. Il va, quand le voile de l'ignorance va être dissipé, tout le monde doit l'accepter. Donc, on va avoir des biens collectifs qui vont être produits à partir de la rente foncière, et personne ne peut protester sous les hypothèses que j'ai données ici. La société est stable sous les hypothèses que j'ai données ici. C'est un arrangement institutionnel qui est mutuellement avantageux derrière le voile de l'ignorance. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire pour Walras. Hein, une des objections, pas la seule, mais enfin, pourquoi les recettes correspondraient-elles aux besoins? C'est pourquoi les recettes venant de la possession de l'ensemble des terres dans la société, et en faisant l'hypothèse que ces recettes ne reflètent que de la rente au sens strict, correspondraient-elles aux besoins? Autre question, est-ce qu'on peut adapter cet argument pour justifier la minimisation des distorsions? Je ne sais pas, j'ai rien lu là-dessus, mais je pense qu'il y a une manière de voir la minimisation des distorsions comme quelque chose, enfin c'est une conjecture, donc quelqu'un veut écrire un papier là-dessus, je pense que ça doit être possible. Alors maintenant, la redistribution utilitariste. La redistribution utilitariste, elle est derrière le voile de l'ignorance. Le calcul que j'ai fait tout à l'heure, où je cherchais à maximiser le bien-être social, il était derrière le voile de l'ignorance. Quelles sont les objections à la mise en œuvre de cette solution le voile de l'ignorance dissipé, si les caractéristiques sont observables et vérifiables, la solution n'est évidemment pas stable. Les gens peuvent faire sécession, elle est dans le cœur. Et alors, évidemment, je peux derrière... Alors, qu'est-ce que je pourrais faire derrière le voile de l'ignorance? Je pourrais dire que la forme de la société est dictatoriale et qu'il y a un petit père des peuples qui est chargé de... Puisqu'il peut observer tout. Hein. La question de la productivité sont observables. Je suis dans le cadre de Walras. Alors, évidemment, ce serait très intrusif, peu démocratique, hein, sauf à ce que les citoyens soient moraux au sens de Bentham. C'est ce que pensait Bentham. Hein. Il pensait que la démocratie se faisait dans des conditions où les citoyens étaient moraux en son sens. C'est-à-dire qu'elle permettait de faire émerger des solutions qui auraient été celles derrière le voile de l'ignorance. Il y a des choses assez amusantes dans Bentham sur là-dessus. Mais de toute façon, la logique de la proposition, évidemment, ça paraît pas très réaliste. Hein. Il y a une redistribution qui est bien... Alors, je ne sais pas si ça, c'est la... Ce modèle est parfois, je ne sais pas ce qui est néoclassique et pas néoclassique, mais ce modèle de la redistribution utilitariste, c'est le modèle que j'appellerais qui a le plus de droit à être appelé néoclassique en quelque sorte, pour autant que ce mot ait un sens. Vous voyez que la redistribution néoclassique, elle est tellement forte, elle est tellement irréaliste que personne ne prétend faire une redistribution de ce type. Elle n'est pas... Donc l'idée que... c'est anti-redistributif et évidemment tout à fait faux. Malgré tout, on voit bien que cette solution ne tient pas la route. Elle tient pas la route elle tient la route sous cette hypothèse, enfin les citoyens moraux au sens de Bentham, mais elle ne tient pas la route si l'information qui est donnée, et ça c'est vrai aussi de la solution de Walras, l'information qui sera obtenue le voile de l'ignorance dissipé, si cette information n'est pas publique. C'est-à-dire si les gens savent s'ils sont productifs ou pas, mais personne d'autre ne le sait, ou personne d'autre ne peut le prouver. Hein. Ne le sait, ça c'est autre chose. C'est donc que l'information n'est pas vérifiable. La question de savoir, c'est pas la question de l'observabilité à nouveau, c'est la question de la vérifiabilité. Donc, si le voile de l'ignorance est dissipé, les agents ne sont pas absolument altruistes, le faire baisse est plus atteignable. Donc, le point de vue du second baisse, ça va être d'introduire ces contraintes informationnelles. Ça veut dire on est dans un monde dans lequel on ne peut pas prouver que quelqu'un a une forte productivité, auquel cas on pourrait le brimer considérablement, mais on ne peut pas le prouver. Et ça, c'est une des contraintes qu'on a à faire face. Alors, on verra que sous cette hypothèse, on entre à ce moment-là dans le monde que j'ai appelé du second best. Le monde du second best, il y a toute une série de propositions de la culture du first best qui cessent d'être vraies.
pour le point que j'ai vu ici, pour les distorsions, bien, il faudra faire un arbitrage entre le coût des distorsions et les avantages des distorsions, et non pas de minimiser le coût des distorsions. On verra d'autres propositions de first best, comme ce que j'appellerais l'efficacité productive, comme ce que j'appellerais l'inutilité des contraintes quantitatives, etc., qu'on va voir dans quelle mesure elles sont remises en question par ce point de vue du second best. Alors, quand on va prendre le point de vue du second best, par contre, on sera assez mal à l'aise pour faire une théorie politique qui tienne tout à fait la route. Mais ça, je vous en parlais aussi. Mais c'est probablement qu'on est trop ambitieux, ou trop naïf, ou trop simpliste. Non, pas trop simpliste. Je crois que le problème de la philosophie politique est plus compliqué que ce que l'on peut appréhender au travers de cette argumentation, mais c'est un autre problème. Voilà. Merci.